Il y a près de 5000 ans, vers l'aube de l'humanité, naissait en Égypte, sur les rives du Nil, une civilisation hors norme. Les traces monumentales qu'elle nous a léguées suscitent aujourd'hui encore une admiration légitime et d'innombrables questions. Jusqu'au cœur de nos musées, les objets les plus prodigieux témoignent à quel point la civilisation pharaonique fut durant près de 3 millénaires productrice et consommatrice d'œuvres d'art. À la source de toute cette production se dissimule un personnage essentiel, celui qui d'un simple trait de calame ou de pinceau donne naissance à tout l'art égyptien. Au détour d'une stèle retrouvée à Abydos, l'un d'eux apparaît assis aux côtés de son épouse, et pour qui sait lire les hiéroglyphes gravés sur la pierre, il y décrit lui-même ses compétences. Je sais estimer les mesures, retrancher et introduire par ajustement jusqu'à ce qu'un corps se mette en place. Je connais le pas de la statue mâle et l'allure de la statue de femme, l'attitude des 11 rapaces, la manière dont le chasseur d'hippopotame lève le bras et le mouvement des jambes de celui qui court. Je sais faire des pigments, des produits qui fondent sans que le feu les brûle, et en outre insolubles à l'eau. Personne n'en aura connaissance, excepté moi seul et mon fils aîné, le Dieu ayant ordonné qu'il pratique en initié. Durant près de 3000 ans, l'Égypte des pharaons s'est perpétuée dans un monde qui, s'il n'est plus le nôtre, s'offre encore en partie à notre regard. Une géographie particulière où les frontières semblaient tracées par la nature. Un fleuve nourricier, le Nil, qui faisait vivre grâce à ses crues régulières un territoire utile à l'agriculture, une bande verte et exiguë, coincée entre deux déserts où furent installées les nécropoles. De ce monde, dont les vestiges continuent de nous parvenir grâce aux fouilles, pas un objet, pas un support qui ne porte la trace d'un dessin ou d'une inscription. Le dessin est le premier de tous les arts, le berceau de tous les arts. C'est-à-dire qu'à partir du dessin, on crée une architecture, on crée une paroi en bas-relief et même on crée une statue. Dans le monde de représentation des anciens Égyptiens, un monument sans image est un monument qui ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait des images sur les parois des temples, sur les parois des tombes, pour qu'elles agissent magiquement dans l'au-delà ou dans le monde des dieux. Dans la région de Saqqara, au nord de l'Égypte, à côté de la pyramide du pharaon Djoser, s'étend la nécropole de l'Ancien Empire et les sépultures de l'élite. C'est en grande partie avec la découverte des chapelles funéraires et des tombes de ces personnages les plus importants du royaume que l'art égyptien est parvenu jusqu'à nous. Le mastaba égyptien est un ensemble formé d'abord par la chapelle funéraire dédiée aux défunts, souvent constituée de plusieurs pièces. En dessous de cette chapelle, un puits profond est creusé, qui conduit au caveau dans lequel sont installés le sarcophage et la momie du mort. Le puits est ensuite muré. À tous les niveaux de cette géographie funéraire, et quel que soit le support, dessins, bas-reliefs, inscriptions se succèdent suivant des règles graphiques précises.
Ici, on se trouve dans la chapelle d'un personnage nommé Hiru-Kapta, c'est-à-dire c'est la partie visible de sa tombe dans laquelle se déroulait le culte funéraire. D'après les textes et les titres qui sont donnés sur les contreforts qui séparent les statues, il s'agit du défunt. On est aux environs de 2500 avant Jésus-Christ. Devant cette fausse porte était placée une table d'offrande sur laquelle étaient déposées quotidiennement des offrandes pour donc alimenter le défunt dans l'au-delà. Il y a donc ces titres principaux. Donc, il était prêtre Wab et il était chef débouché dans le palais royal. Et il est favorisé, Imaru, auprès du grand Dieu. Et ici, c'est son nom, donc, Hiru-Kapta. L'image doit être accompagnée d'un texte, sans quoi elle est non agissante. Vous n'aurez jamais une statue égyptienne d'un personnage, par exemple, qui ne porte pas d'inscription nommant le personnage. Si ça existait, une statue sans inscription est une statue qui est non agissante, qui est morte en quelque sorte pour le sculpteur égyptien. Il faut que l'inscription accompagne l'image, que ce soit en bas-relief, en peinture ou en ronde-bosse, sans quoi l'image est inerte. À travers le décor, il va montrer ce qu'il a été dans sa vie. Il était chef débouché dans le palais royal. C'est faire en sorte que dans cette tombe, par la vertu de l'image créatrice en fait, tous les éléments soient là pour permettre aux défunts de continuer à exister. On va représenter dans la tombe tout ce qui va permettre d'alimenter le défunt et de lui permettre de survivre dans l'au-delà. La deuxième dynastie, on commence à avoir notamment des représentations de repas funéraires. Et petit à petit, ce décor va devenir de plus en plus complexe. Et en dehors du fait qu'on représente l'offrande quotidienne, on va aussi représenter la façon donc de produire ces offrandes. Et c'est pour ça qu'on va avoir tout un décor qui est basé sur des scènes d'agriculture, d'artisanat, de pêche. Il y a quelque chose qui est très frappant dans l'art égyptien. Ce sont de grands observateurs de la nature, de grands observateurs des animaux. Et c'est vrai qu'ils ont un intérêt qui est toujours très sensible dans la représentation des animaux. Et on le voit très bien avec les oiseaux. On voit une stylisation qui est absolument évidente. En même temps, une recherche de naturalisme. Et on peut identifier toujours, très précisément, l'espèce qui est représentée. L'idée, c'est effectivement que le paradis des Égyptiens soit fait des représentations dont on l'entoure dans sa chapelle. Voilà, c'est évident que c'est, encore une fois, l'aspect magique, performatif, on dirait, pour employer un vocabulaire juste mais un peu plus compliqué, du dessin qui donne la vie à ce qui a été dessiné. Vous avez peut-être vu dans les textes des pyramides des dessins, par exemple, de vipères à cornes qui sont mortels. Et par crainte, finalement, que le fait de les dessiner les rende efficaces dans leur aspect venimeux, eh bien, on leur coupe la tête. Il y a tout d'un coup un couteau planté dans la tête de la vipère à cornes pour l'empêcher, finalement, de nuire dans l'au-delà. Donc ça en dit long quand même sur la vertu finalement performative du dessin dans l'Égypte ancienne. On reconnaît tout de suite une image égyptienne, simplement parce qu'elle est construite sur une série de conventions qui n'ont pas bougé du tout pendant 3 millénaires à peu près. Et c'est un système qu'on a parfois qualifié de système aspectif, parce qu'il vise au sein d'une même représentation à combiner les aspects les plus caractéristiques des éléments de la composition. Par exemple, si vous avez une représentation humaine, on va avoir le visage de profil, parce qu'un visage de profil permet de dessiner de manière très expressive, le nez, la bouche, le menton, tout le contour extérieur du visage, plus qu'un visage de face, en tout cas selon les Égyptiens. Mais sur ces visages de profil, on va avoir un œil de face, parce que l'œil de face est évidemment beaucoup plus éloquent qu'un œil de profil qui se limite à un
petit triangle très peu reconnaissable. Et donc ce système-là est appliqué à l'ensemble des images égyptiennes. La rotation des plans est un moyen de simplifier l'art, de ramener les choses sur le plan frontal. De même, la rotation des épaules et des hanches permet une parfaite lisibilité. Si un personnage est montré en perspective, une jambe est peut-être couverte par l'autre, auquel cas elle n'existe pas. Mais si on étend cette jambe, alors on la voit et elle existe. Il n'y a plus de doute sur le fait que le personnage ait deux jambes, deux bras, etc. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. C'est aussi pour ça d'ailleurs que l'image égyptienne est une image statique. Parce que finalement, dans le statisme, dans la représentation d'un personnage assis sur un siège, en attitude statique, ou debout, dans une attitude d'ébauche de marche, mais qui n'est pas véritablement la marche, cette espèce de statisme vise justement à ne pas évoquer le mouvement, parce que le mouvement est considéré comme quelque chose d'éphémère, et qui est en train de passer, parce qu'il est en train de se dérouler, tandis que le statisme des représentations comprend en lui-même toutes les potentialités possibles. Et donc, c'est un petit peu ça, la base du système égyptien, et ça marche pour l'écriture ou pour l'image. Il s'agit de représenter toujours les choses de la manière la plus permanente possible, la moins éphémère possible, la moins volatile possible. Il s'agit toujours de viser à la permanence et à la pérennité. Sous la chapelle, et par 15 mètres de profondeur, se trouve le caveau de Mererouka, vizir du pharaon de la 6e dynastie Téti. Quelques 23 siècles avant Jésus-Christ, la preuve de la substitution magique de la réalité par l'image apparaît. Car après l'enterrement du défunt, la pièce était scellée et personne ne pouvait venir y déposer physiquement des offrandes. Les images qui ornent les murs sont donc là pour les remplacer magiquement. Sur un côté, le seul à avoir reçu partiellement des couleurs, des vases et des récipients de taille et de formes variées. 2 lignes de texte encadrent ces images et décrivent la liste des dons. 1000 miches de pain, 1000 jarres de bière, 2000 gazelles et de nombreux autres mets pour nourrir le défunt dans l'au-delà. À partir de 2000 ans avant Jésus-Christ, apparaît le sarcophage en bois, lui aussi entièrement recouvert de dessins et de formules magico-religieuses. Enfin, le corps du défunt momifié qui se trouvait à l'intérieur et qui continue de défier le temps. Dans certaines tombes près de la momie ou glissées dans les bandelettes, des rouleaux de papyrus ont été retrouvés. Ces manuscrits connus sous le nom de livre des morts se traduisent littéralement par le livre pour sortir au jour. Preuve s'il en est que la vie pour l'Égyptien continue après la mort. Il pouvait contenir jusqu'à 165 chapitres. Le musée du Louvre en présente un qui fait plus de 20 mètres de long. Le livre des morts, c'est un recueil religieux qui est en quelque sorte une espèce de guide pour l'au-delà, pour le défunt égyptien. C'est une espèce de manuel pour parcourir l'au-delà et pour arriver au royaume des morts d'Osiris. Et ce livre des morts est composé effectivement de textes et d'images qui se complètent de manière constante, mais assez différente, je dirais, de la manière classique dont fonctionnent les correspondances entre images et textes dans les tombes et les temples, puisque ici on a plutôt affaire à un livre illustré. Les vignettes ne sont pas intégrées dans le texte du livre des morts, elles accompagnent le texte. Il n'y a pas d'interpénétration, très peu, entre images et textes dans le livre des morts, au contraire de ce qu'on a sur des parois de tombes ou de temples. Toute image sert à écrire un signe.
Donc vous avez ici des canards, des chacals, un vautour, un cours d'eau, une bouche vue de face. Bon, tout ça, ce sont des signes hiéroglyphiques, mais ce sont aussi des images, puisque j'arrive à en déceler très vite, à identifier à quel élément du paysage ou de la faune ou de la flore égyptien ça fait référence. Donc, à partir du moment où il a fallu écrire, il a fallu savoir dessiner. Vous pouvez écrire un mot de 36 manières différentes. Vous pouvez l'allonger en multipliant les signes. Vous pouvez le condenser en économisant les signes au contraire. Et donc, c'est un système extrêmement souple et élastique, comme ça, qui permet d'ailleurs d'améliorer encore l'aspect imagé des textes. Quand vous regardez un texte égyptien, les textes égyptiens sont toujours extrêmement bien mis en page. Les colonnes se terminent au même niveau, les lignes se terminent à la même longueur, etc. Simplement parce que le scribe, qui maîtrise à la perfection ce jeu d'images, signes d'écriture, arrive à allonger ou à raccourcir les mots en fonction de la place dont il dispose. Les Égyptiens utilisent d'ailleurs le même terme pour écrire et dessiner, à savoir le verbe sèche, que l'on peut traduire plus généralement par tracer. Cette racine commune confirme l'interpénétration de l'écrit et du dessin dans l'Égypte antique. Le dessinateur pour les anciens Égyptiens, c'est le scribe des contours. Donc c'est le scribe, c'est celui qui écrit, mais qui est surtout chargé de dessiner les contours des images. Ça, c'est le dessinateur égyptien, c'est ce qu'on appelle le scribe des contours. Et ça rend bien compte justement de l'ambiguïté du statut de scribe ou du statut de dessinateur, qui ne sont pas des professions très séparées de manière étanche l'une de l'autre, mais le scribe dessine et le dessinateur écrit. Et d'ailleurs, on s'en rend très bien compte quand on examine les documents du site de Deir el-Médine, par exemple, qui est le village de la communauté des artisans thébains qui décorait les tombes royales dans la vallée des rois et les tombes des grands dignitaires du Nouvel Empire. On a retrouvé énormément de dessins dans ce village des ouvriers de Deir el-Médine, et on constate que ces dessinateurs professionnels, alors, maîtrisent aussi l'écriture. Et ils jouent avec l'écriture, ils combinent image et écriture avec beaucoup de dextérité. Donc les dessinateurs égyptiens sont aussi des lettrés. Ce sont des gens qui écrivent, et il n'y a pas de distinction étanche entre les deux professions, entre celle de scribe et celle de dessinateur. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir quelle est la hiérarchie entre le scribe et le dessinateur. Et en fait, on comprend maintenant, en regardant un peu différemment les dessins qui nous intéressent, qu'il y a une vraie hiérarchie, comme il y a eu finalement en Europe aussi. Je veux dire, il y avait, par exemple au Moyen-Âge, les dessinateurs ne savaient pas forcément écrire. Et donc, on se rend compte, en voyant un certain nombre de monuments égyptiens, que certains dessinateurs faisaient un décor pariétal dans une tombe, et ensuite étaient sans doute amenés à faire la dédicace en hiéroglyphes. Et on s'aperçoit que nous qui savons toute la grammaire égyptienne, grâce à Champollion et à ses successeurs, qu'il y a d'énormes fautes, non seulement d'orthographe, mais de grammaire. Donc il est évident qu'un certain nombre de dessinateurs dessinaient, mais ne savaient pas bien écrire. Donc ils avaient des rudiments d'instruction, on va dire graphique, mais ils étaient meilleurs dessinateurs que scribes. Tout ce qu'on a comme texte littéraire écrit par les scribes montre à quel point la mission du scribe était non seulement évidemment de permettre au gouvernement de récolter les impôts, mais il y avait toute une catégorie de scribes qui se consacraient finalement à la transmission des textes littéraires et moraux, ce qu'on appelle des textes sapientiaux, des sagesses, qui, de génération en génération, préciser quels étaient les devoirs et les préceptes moraux qui régissaient la société égyptienne. Et ces scribes-là étaient sans doute l'élite des scribes. Donc on peut considérer, avec sûrement certains accros dans cette règle, mais que les scribes qui écrivaient étaient quand même l'élite des scribes, et que les scribes qui dessinaient venaient un peu en dessous, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tenus de savoir forcément écrire. La période du Nouvel Empire voit les nécropoles royales se déplacer vers le sud du pays, à Thèbes. Entre 1500 et 1000 avant Jésus-Christ s'ouvre également une période particulièrement glorieuse et prospère de toute l'histoire égyptienne. Durant 3 dynasties, sur un peu plus de 5 siècles, la montagne sur la rive ouest du Nil à Thèbes
devient la vallée des rois. Et comme à Saqqara, l'élite du royaume se fait inhumer près de ses souverains. C'est là, dans la nécropole thébaine, sous le règne d'Amenhotep II, monarque de la 18e dynastie, que les chansons du roi répondant au nom de Swemniout avaient choisi sa tombe. Sa sépulture, désormais fermée au public, va nous permettre aujourd'hui de saisir une partie des secrets de fabrication de ces artistes, chargés de la décoration des chapelles et des tombes. Nous avons ici une tombe exceptionnelle puisqu'elle n'est pas terminée, mais on peut voir les différentes étapes du travail et on peut voir aussi différents artistes qui ont travaillé avec des techniques qui ne sont pas toujours les mêmes. Sur certaines parois, on a posé un carroyage qui peut être de tailles différentes en fonction de la taille du personnage, puisque le futur défunt, qui est propriétaire de la tombe, est représenté en grande taille et les personnages qu'il surveille sont représentés en petite taille. Donc on a des carreaux qui sont à une taille qui va avec la taille des personnages. Il est difficile de dire à quel moment exact on pose la peinture parce qu'on a l'impression qu'en fait chaque scribe a sa petite manie. Certains commencent par faire un dessin très fini et d'autres au contraire vont faire simplement une esquisse et poser la peinture d'abord et ensuite recerner très précisément les aplats de couleurs. Donc je pense qu'il n'y a pas de règle. Les pigments qui sont utilisés, la plupart du temps, sont des pigments minéraux que les Égyptiens trouvaient autour d'eux. Ça va être tous les ocres, tout ce qui est à base de cuivre aussi, qu'on va trouver dans la nature. Les couleurs, évidemment, les plus stables, c'est l'ocre, tous les rouges et les verts. Le noir, par exemple, c'est le noir de fumée qui est utilisé, et ça, c'est beaucoup moins stable. En fait, il suffit de passer la main souvent pour que la couleur s'en aille, et c'est pour ça que souvent, il est moins bien conservé. Ah, mais il y a des goûts par rapport à des époques, et ça se voit tout de suite. Quand on rentre dans une tombe, on peut tout de suite dire que c'est de la 18e ou de la 19e dynastie. Les tombes de la 18e dynastie, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment la grande période, c'est-à-dire que tout est quand même très soigné, le dessin est soigné, les couleurs sont posées avec beaucoup de délicatesse. Cette polychromie tout à fait éblouissante et renversante qu'on voit par exemple dans la tombe de Remeb. Mais ce qui est très intéressant dans la tombe de Remeb, c'est qu'il y a des parties vraiment à peine dessinées, ensuite à peine sculptées et ensuite totalement achevées. Et je veux dire que là, c'est vraiment une des plus belles. Horemheb, dernier pharaon de la 18e dynastie, dont la tombe est située au cœur de la vallée des rois. Elle nous révèle que rien n'égale en représentation les tombes des pharaons. Même si dans celle-ci, la mort prématurée du souverain a obligé les artistes à interrompre une partie de leur travail. On a bien compris, grâce à la documentation qu'on a mise au jour dans la vallée des rois et à Deir el-Médine, que les équipes dans la tombe du roi de la vallée des rois étaient divisées déjà en deux. Il y avait la gauche et la droite. Ça, c'est une chose bien connue. Et on voit bien qu'il y a même une espèce de rivalité et de chef d'équipe à gauche et à droite. Il y avait d'une part les ouvriers de base, les carriers, on va dire, qui cassent la montagne et qui creusent le couloir qui va ensuite conduire au caveau qui va également être creusé. Sous la 19e et la 20e dynastie, on arrive à des équipes de 120 hommes. C'est pas mal, hein. Ça fait 60 et 60 de chaque côté.
Et ensuite, là, il y a des chefs d'équipe et des scribes qui font l'appel tous les matins et qui les enregistrent et qui racontent l'avancée du travail. Ça, on a vraiment des papyri qui nous racontent tout ça jour après jour. Ensuite, il y a sans doute la visite, soit par le vizir, soit par le pharaon, du programme iconographique qui doit être réalisé sur les parois. Donc ça c'est avec le chef d'équipe. Et ce programme, en fait, il est constitué essentiellement dans la tombe royale de l'illustration de livres funéraires, qui sont les livres des portes, les livres des morts, les livres des cavernes, un certain nombre de livres funéraires qui sont répartis en 12 chapitres en général, qui correspondent aux 12 heures de la nuit. On voit bien sur ces tombes le pharaon en butte à des difficultés dont il sort évidemment vainqueur et il arrive au royaume d'Osiris. Donc tout ça est assez codifié, alors là on est complètement dans le code et dans la norme, et c'est à ce moment-là, une fois que le programme iconographique est décidé, qu'interviennent les dessinateurs. Et là on voit bien aussi qu'il y a à gauche et à droite plusieurs mains, ça c'est très évident, et des débutants et des moins débutants, on va dire, et des maîtres, et on voit que le premier trait est fait en rouge et qu'ensuite le maître vient corriger en noir. On a l'impression, alors ça moi c'est en tout cas ce que j'imagine, c'est que dans la vallée des rois, ce sont des dessinateurs qui sont également des scribes, parce que c'est souvent quand même la même main qui semble inscrire les textes et le dessin. Et puis ensuite arrive alors le sculpteur et il va exécuter avec un talent extraordinaire le modelé de la représentation du pharaon, des dieux et parfois même des hiéroglyphes. Et ensuite intervient celui qui remplit de couleurs. Alors, on peut se poser la question, s'il y avait un peintre dédié au noir, un peintre au rouge, un peintre au mauve, un peintre au bleu, etc. C'est une vraie question, et là, on n'a pas la réponse parce qu'on n'a pas de texte, mais on peut imaginer que pour aller plus vite, il y avait des peintres qui étaient dédiés à certaines couleurs. En tout cas, pour la dernière touche, le noir, c'est évident. Il y a aussi une tombe particulière qui est la tombe de Ramosé, qui se trouve dans la nécropole thébaine. Ce qui est très joli dans cette tombe, c'est qu'il y a une partie justement simplement dessinée et une partie sculptée en bas-relief. Et seulement les yeux ont été rehaussés de noir. Donc il manque vraiment toute la suite.
Pour construire et décorer les tombes de pharaons, tous les artisans furent regroupés dans une agglomération près de la vallée des rois, Deir el-Médineh. Le village était ceint par un mur percé d'une porte gardée jour et nuit. Ces ruines montrent que sous les Ramsès, il était composé de 68 maisons. À son apogée, il comptait quelques 120 familles. Là, c'est une communauté relativement privilégiée et on s'en rend compte d'ailleurs quand on examine la documentation de leur village. C'est une communauté qui est régie par toute une série de règles sociales, par exemple, qui est approvisionnée par le pouvoir. Donc c'est vraiment une communauté un petit peu privilégiée et ces gens sont des lettrés qui, s'ils ne font pas partie vraiment de l'élite dirigeante supérieure égyptienne, jouissent quand même très certainement d'une réelle considération dans la région thébaine. Il ne faut pas non plus distinguer parmi les artistes les architectes, des dessinateurs, des peintres. Vraisemblablement, on est quand même dans un contexte assez identique de créateurs. Et on a l'impression que parfois, certains dessinateurs étaient évidemment également peintres et également architectes. Sur le flanc de la colline de Deir el-Médineh, ces artistes ont construit et décoré leurs propres tombes. L'une d'elles, découverte au début du XXe siècle par Ernesto Schiaparelli, témoigne d'une manière éclatante du parcours de l'un de ces scribes du contour, devenu architecte. Le tombeau inviolé de K, dont le contenu extraordinaire est toujours visible aujourd'hui au musée égyptien de Turin. Parmi la multitude d'objets retrouvés dans la tombe, la statue en pied du personnage, l'architecte K. Il est certain que K a d'abord travaillé comme scribe. Il n'aurait pas pu mener une telle carrière sans avoir reçu une formation de scribe. Et sur certaines de ses cannes figure l'inscription « K, le scribe ». Cela ne fait donc aucun doute. Il a ensuite gravi les échelons pour devenir architecte ou superviseur des travaux du roi. Je pense que c'était quelqu'un qui travaillait sur le terrain. Les outils présents dans sa tombe étaient des outils qui avaient servi. Ils avaient été gravés à 2 reprises. La première fois pour y inscrire son nom, puis ensuite après sa mort, lorsqu'ils ont été placés dans le tombeau et dédiés à son âme. C'était un homme très important, hein. D'ailleurs, il était architecte du roi. C'est bien dit sur sa règle, sur sa coudée. C'était une coudée magique. Là, encore une fois, il ne s'en est jamais servi. Elle est en or. Vous pensez bien qu'il n'a pas utilisé cette coudée, mais c'est un cadeau du roi qui lui a été fait pour le remercier d'un travail qu'il a fait sans doute dans la région de Luxor, mais qu'on n'a pas identifié. Il a simplement été enterré avec ce qui le caractérise comme un des hauts fonctionnaires de l'élite du temps de Toutmose IV. Le tombeau de K est très impressionnant, car il contient plus de 500 objets. Il nous renseigne sur sa façon de vivre. Par exemple, il y a de nombreux coffres en bois avec des couvercles en forme de toit. Une chose toute bête, il faut avoir une grande maison pour les ranger, car on ne peut pas les empiler à cause de la forme du couvercle. Et ils sont remplis de sous-vêtements qui portent son monogramme. La présence de cette signature nous pousse à croire qu'il les confiait à un service de blanchisserie et qu'il voulait les retrouver. Ce que l'on ignore bien sûr, c'est comment K est mort. Comment est morte sa femme? On ne sait pas où il vivait, peut-être au village, à Deir el-Médineh, quand K travaillait sur place. Mais ces petites maisons étroites n'auraient jamais pu abriter tous les meubles présents dans la tombe. Il y a vraiment beaucoup de mobilier. La demeure de K devait donc être très spacieuse.
Sous les auspices d'une autre pyramide, loin des rivages du Nil et de ses nécropoles, le scribe accroupi continue d'emplir de son énigmatique présence les salles du musée du Louvre. C'est ce monde disparu, au centre duquel l'art occupait une place si importante, que Guillemette Andreu-Lanoé continue d'explorer. Elle prépare une exposition sur ses scribes du contour et le rôle du dessin dans l'Égypte antique. Et c'est dans ce cadre que dans les laboratoires du Centre de recherche et de restauration des musées de France, on s'active à la restauration d'éclats de cailloux recouverts de dessins. Ces ostracas, retrouvés en très grand nombre dans un puits à côté du village des artisans de Der El Médineh, constituent une documentation inédite et complexe. Ils interpellent les égyptologues sur la personnalité de ces dessinateurs et de leur environnement. Ce qui est tout à fait révélateur dans cette catégorie d'objets qui est tout à fait unique, c'est que pour une fois, ces objets montrent l'expression d'une inspiration individuelle, d'un choix d'un dessinateur de tracer des contours qui vont lui permettre de donner vie, non pas sur le papier, mais s'il n'y a pas de papier, mais sur éclat de pierre ou sur tessons de poterie, à son imaginaire. On n'a pas l'impression que ce soit l'illustration de fables genre Ésope ou La Fontaine. Hein. Peut-être que ça fait partie d'une culture orale qui nous échappe et qui nous échappera toujours. Moi, je crois plutôt à une création spontanée, comme ça, d'un artisan ou d'un artiste bien doué pour le dessin et qui se détend finalement ou se distrait en dessinant des choses satiriques. Il faut dire aussi que la pression aussi du code moral était forte. Les ostracas inscrits, ça, leur fonction, c'est simplement parce que le papyrus était un support relativement onéreux et pas très facile à se procurer. Donc c'était beaucoup plus simple d'écrire sur des cailloux. Hein. C'est comme un carnet de notes, on va dire. Les ostracades figurés, c'est aussi la même chose, en fait. C'est du papier, des carnets de croquis. Mais leur destination, c'est pas du tout évident. Plus on avance, moins on comprend. À la fois, on voit que c'est fait avec une telle précision et l'emploi des couleurs, tout ça, c'est pas fait en 3 minutes. Donc, c'est quand même des œuvres qui ont été réalisées avec une technique aboutie. Oui, et puis la polychromie, elle est appliquée avec énormément de subtilité. Hein. C'est pas du tout du barbouillage. Hein. Et on voit bien que ce ne sont pas les mêmes races de chiens. Les poils sont représentés avec beaucoup de détails. Oui, hein. Alors celui-ci, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un ostracon très amusant puisque c'est une commande de fenêtre. Donc c'est un menuisier à qui on passe une commande et il y a le dessin de la fenêtre avec les mesures, qui précise donc les dimensions de cette fenêtre et qui lui dit « tu me le fais vite, vite, vite pour demain ». Je pense en effet que certains servaient de brouillon, peut-être pour s'entraîner sur une forme particulière. Mais la danseuse qui effectue un pont arrière, c'est autre chose. Elle est dédiée au plaisir de l'homme. Ce sont des hommes, après tout, qui dessinent pour leur propre plaisir, pour se faire plaisir, quand ils ne travaillent pas sur des sujets sérieux. Et c'est ce que les hommes font. Un homme qui dessine bien va souvent avoir tendance à choisir des sujets un peu érotiques, comme c'est le cas ici.
Il se trouve que les Égyptiens, en particulier dans Haute-Égypte d'ailleurs, font régulièrement une danse au bâton. C'est dans le sud de l'Égypte, c'est très courant. Quand il y a des fêtes à la fin des chantiers, il y a toujours quelques ouvriers qui se mettent à chanter. Et donc là, on imagine que plus qu'une lutte, genre lutte à l'épée, mais c'est une danse au bâton. Donc là, en fait, c'est curieux, c'est comment ils sont, la façon dont ils sont habillés aussi. Hein. Et en même temps, on voit que c'est drôle, hein, parce que cet homme-là, il est chauve, mais il a les cheveux quand même qui pendent dans son cou. Et c'est ce que Pascal Vernus appelle un lascar. Hein. Alors ça veut dire que c'est un homme du peuple, hein, quelqu'un qui n'est pas vraiment à la mode. Et il semblerait que finalement, quand les Égyptiens de l'élite voulaient se divertir avec des scènes de la vie quotidienne et surtout des scènes satiriques, eh bien, plutôt que de se mettre même en scène, ils préféraient mettre en scène des lascars, entre guillemets, c'est-à-dire des types du peuple qui se livraient à des combats ou à des ébats à leur place, exactement. Voilà, leur fantasme avait besoin de ce médium. Tous ces hommes sont représentés sur le papyrus érotique de Turin. Vous n'avez jamais un type de l'élite, ils sont tous ventripotents, chauves. Le papyrus érotique de Turin est désormais en très mauvais état. Mais ce n'était pas encore le cas en 1825, quand Champollion le découvrit. C'est sans doute à son ami Rossellini que nous devons 2 copies sur papier vélin. Une de ces copies, retrouvée il y a peu au musée du Louvre et restaurée, permet aujourd'hui de voir le papyrus dans sa totalité. Le papyrus érotique est très intéressant. Encore une fois, il s'agit d'artistes qui vivent et qui travaillent dans le désert. Un jour, un morceau d'un papyrus très cher tombe du camion et ils en font bon usage. Ils décident de se faire plaisir et ils dessinent ce papyrus érotique. Il se peut qu'il ait une signification politique, qu'il parle des prêtres, de ce que les prêtres fabriquent dans les temples. Qui sait, on n'en sait rien. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que le papyrus soit mi-érotique, mi-satirique. Ce que j'aimerais savoir, c'est si cette partie satirique était montrée à la famille, sans le dérouler entièrement, et si le reste était réservé aux hommes et interdit aux femmes et aux enfants. C'est la juxtaposition de ces 2 thèmes qui m'intéresse. Pourquoi faire figurer sur un seul et même papyrus une histoire de souris qui ont des activités humaines et d'autre part des dessins scandaleusement érotiques? Plusieurs musées européens, dont le Musée royal des arts et d'histoire de Bruxelles, sont associés à l'exposition sur l'art du contour dans l'Égypte ancienne. Ainsi, certaines œuvres doivent rejoindre Paris et le musée du Louvre. Mais on ne fait pas voyager un éclat de calcaire vieux de 3000 ans dans n'importe quelle condition. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ce sont 2 objets qui sont en bois, tous les 2. Il y a un tracé extrêmement ravissant qui, même lorsque le support est du bois, eh bien, on précise les veines du bois. Donc, c'est vraiment le dessin qui crée et qui exprime une notion bien plus qu'une idée, en fait.
Donc moi j'ai pensé que si tu n'arrivais pas à les caser tous les deux dans la magie, il y avait moyen de faire autrement. C'est dense, mais on y arrive en bougeant un peu les choses. Ça c'est très joli aussi. Alors il y aurait évidemment une de nos stars du département du Louvre, qui est cet ostracone extraordinaire, cet éclat de calcaire. On est à peu près sûr de pouvoir l'attribuer à Ramsès VI. Il y a des rehauts de couleurs sur les joues. C'est extraordinaire. Là, ce qui est très très joli, c'est que finalement, on a presque l'impression qu'il a exploité le relief de la pierre à l'endroit de la bouche pour lui donner un peu de volume. Et puis il y a aussi le modelé de la joue qui est quand même très bien souligné par cette espèce de teinte un peu rosée, comme s'il était légèrement maquillé. Réussi, on voit aussi cette oreille magnifique avec cette boucle d'oreille qui pond. Non, c'est très très bluffant ce genre de création. Le système graphique égyptien est un système qui ajoute des images, éventuellement, ou qui ajoute des signes d'écriture au cours de son histoire. Il ne faut pas oublier que ça fait 3000 ans d'histoire. Donc pendant ces 3000 ans d'histoire, la langue a évolué, il y a des acquis graphiques qui interviennent dans les images égyptiennes au cours du temps et qui n'existaient pas au début et qui se sont ajoutés au cours des siècles. Mais cela dit, fondamentalement, le système n'a jamais rien retranché à lui-même. C'est un système qui ajoute des choses, mais qui supprime très peu de choses. Et finalement, dans son fonctionnement, il n'y a pas de modification très importante entre les tout débuts de l'histoire égyptienne vers 3000 avant notre ère et la fin de cette histoire à l'époque gréco-romaine. Il n'y a pas de modification sensible, tout comme le système politique et religieux égyptien a très peu varié. Finalement, tous les fondamentaux qui existent lors de la création de la civilisation égyptienne historique avec les premières dynasties sont toujours d'application à l'époque gréco-romaine. Et d'ailleurs, chaque fois que des États étrangers vont dominer l'Égypte et que les pharaons égyptiens seront des Assyriens ou des Perses et puis plus tard des Grecs et des empereurs romains, eh bien, malgré tout, toutes ces cultures étrangères, tous ces pouvoirs étrangers vont toujours se fondre dans le schéma de base de la civilisation égyptienne. Donc le système graphique et le système d'écriture qui constituent vraiment l'ossature et le moyen d'expression d'un système religieux et d'un système politique va très peu varier au cours du temps. Civilisation de la représentation, l'Égypte antique nous a légué un nombre impressionnant d'images. Pourtant, le mot art n'existe pas précisément en égyptien ancien. La notion d'art pour l'art semble absente de la mentalité égyptienne, où scribe du contour, peintre, sculpteur, orfèvre ou même architecte travaillent dans le but essentiel d'éterniser le réel, d'immortaliser la vie. Moi, je crois quand même, parce que nous sommes aussi des humains et qu'on a affaire quand même à une création de l'homme, que pour être à ce point obsédé par la représentation d'un paradis idéal, où il n'y a pas de corvée, où il n'y a pas de mauvaise crue, où il n'y a pas de maladie, ça veut dire que c'était quand même une vraie angoisse. Moi, je ne suis pas du tout convaincue que ces représentations d'idéal systématique et absolu ne révèle pas, au contraire, une vraie crainte de l'Égyptien par rapport à ce qu'il va retrouver dans l'au-delà. Dans le chapitre 110 du Livre des Morts, le chant des offrandes, cet au-delà qu'espéraient rejoindre les Égyptiens après la mort est décrit comme un lieu de délices. Ici commencent les formules pour sortir le jour, entrer et sortir dans le monde des morts, rejoindre les champs des roseaux, se retrouver dans les champs des offrandes, le grand lieu riche en vent, et là, y être puissant, bienheureux, y labourer, y récolter, y manger, y boire, y faire l'amour, y faire tout ce qu'on fait sur terre.